Alors bonjour Janie, merci de m'accueillir chez toi, donc en Loire-Atlantique. Ouais. Merci, merci à toi d'être venu me voir, Jean-Louis. Ça me fait très plaisir de te rencontrer parce que ça fait un petit moment qu'on correspond. Ouais. Et puis voilà, À on se travers rencontre. l'Atlantique. Voilà. Alors donc, comme à chaque fois, je demande à mes amis ufologues de se présenter. Alors peux-tu te présenter ufologiquement, simplement? Ufologiquement et simplement, je suis directrice de MUFON Québec. Avant ça, j'ai été le directeur ou directrice des enquêtes. Et avant ça, simple enquêtrice. Donc ça a évolué assez rapidement. Et puis je suis aussi IRT, on aura peut-être l'occasion d'en parler, Experiential Research Team. Et puis CAG, mais ça c'est juste un titre qui veut dire que je peux enquêter un petit peu partout dans le monde. D'accord. Et depuis quand tu t'intéresses à l'ufologie? Je pense depuis toujours, mais c'est revenu un peu à la surface. Comme ça, par quelques petits faits, par des photos surprises, par des choses du genre. Et puis c'était ici en France, j'étais en vacances, et puis j'ai décidé de devenir enquêtrice. Puis j'ai cherché un organisme avec qui travailler. D'accord. Et parce qu'il y a beaucoup d'ufologues qui ont commencé l'ufologie grâce à un bouquin. Est-ce qu'il y a un auteur ou un livre qui t'a plus marqué dans ta, je veux dire, dans ta jeunesse, dans notre jeunesse, parce que voilà. Ouais. Pas vraiment. Non, moi j'étais aventure avant tout. Alors peut-être des films, peut-être comment ça s'appelait tu te souviens le film V. On a eu V. D'accord, ça c'était une série. Une série, des séries américaines. D'accord. Comme les envahisseurs. Les envahisseurs, évidemment. Ouais. C'est big. Ouais. Ok. Alors donc, tu es donc au MUFON Québec. Peux-tu m'expliquer, ou nous expliquer, parce que nous expliquer plutôt, les liens entre le MUFON Québec et le MUFON Canada? C'est juste que, bon, il y a plusieurs provinces, comme en France des régions, mais nous c'est plus structuré. Donc on a les provinces, il y a par exemple l'Alberta, le Québec, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, etc. Et puis il y a au niveau fédéral et au niveau provincial. Ça marche un peu comme aux États-Unis. Donc qu'est-ce qui chapeaute? C'est MUFON Canada. Et puis après, il y a des petits partout dans chaque province. Donc MUFON Québec fait partie de MUFON Canada. C'est MUFON Canada qui chapeaute, qui a un nouveau directeur d'ailleurs qui s'appelle Dave Palachik. D'accord. Et c'est lui qui gère, qui nous laisse très libre, mais qui chapeaute l'ensemble des petits MUFON qu'il y a partout dans à peu près chaque province, pas toutes. Il y a des territoires où il n'y en a pas. Et MUFON, ce qui singularise MUFON Québec, c'est que c'est en français. D'accord, vous êtes les seuls à... On est les seuls. Voilà. On est les seuls. Nouveau-Brunswick, ils sont aussi bilingues, mais quand même ça tire un peu plus sur l'anglais. Ils travaillent bien, ils ont beaucoup d'observations, mais nous on est vraiment les seuls en français, en anglais aussi, mais en français, en langue française. D'accord. Donc Dave, lui, c'est le directeur national. National, nouveau, depuis le 1er janvier. Il a succédé à Marc Saint-Germain. Marc Saint-Germain a été directeur très très longtemps. Alors. Marc a été directeur, je crois que ça fait 4 ans qu'il travaillait avec le MUFON, mais il est ufologue depuis plus longtemps. Et pareil, il a gravi tous les échelons, dont il a été aussi directeur de MUFON Québec. Il a fait un excellent travail à la direction de MUFON Québec. Donc j'ai compris, moi, pour bien expliquer, donc il y a le MUFON Canada qui est chapeauté par Dave, et donc chaque province a un directeur. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, voilà. Parce que ça dépend un petit peu du travail et tout, mais par contre il y a un directeur des enquêtes. Il peut y avoir un directeur des enquêtes qui a beaucoup de pouvoir. Et puis il y a donc Dave Palachik, avant d'être directeur national, il était directeur provincial de l'Ontario par exemple. Moi j'étais directrice, enfin je suis toujours directrice de MUFON Québec. On était les 2 seuls directeurs. Sinon c'est des directeurs des enquêtes. D'accord. Qui ont aussi beaucoup de pouvoir.
Ok. Donc, on va faire un peu la suite. Le MUFON USA est à l'origine donc de la création du MUFON. Ouais. Celui-ci dirige-t-il l'ensemble des MUFON dans le monde? Et si oui, de quelle manière? Oui, hein, de quelle manière? Ben, ce sont nos parents. Ils sont là, MUFON existe depuis 50 ans. On a fêté en juillet dernier les 50e anniversaire du MUFON. Et puis, bon, ben, la manière dont ça fonctionne, c'est eux ont établi les règles de base, les règles d'éthique, les règles d'enquête, les formulaires, etc. Et puis, on doit s'y conformer, évidemment. D'accord. Et donc, pour parler de ces règles, il n'y a aucune possibilité d'adapter ce manuel, parce que c'est un manuel en fin de compte. Ah non, on ne peut pas l'adapter. On ne peut pas l'adapter à l'éthique, on va dire, du pays ou, non, absolument pas. D'accord. Ok. Pour en revenir au MUFON Québec, tu organises fin mars 2020 un séminaire. Ok. As-tu une aide et quelles sont les difficultés que tu rencontres pour cette organisation? Quelles sont les facilités que tu as pour organiser cette manifestation? Une aide, tu veux dire financière? Ou une financière, aide humaine Alors financière, non. Puisqu'on est à but non lucratif, donc on est tous des bénévoles. De A à Z, on est tous des bénévoles. Donc on compte sur les adhésions. Et non, aucune aide. Par contre, on va se rencontrer avec les enquêteurs au début février pour voir le contenu du séminaire. Il est établi en gros, mais on a beaucoup de stock. Donc il va falloir qu'on coupe un petit peu, puis qu'on organise ça. Donc oui, je vois ça avec les enquêteurs. Directeur des enquêtes qui est Éric Tessier au Québec. Et puis on va avoir des gens d'extérieur, donc je pense que tu viens. C'est une première en plus. On est très contents. Puis pas forcément des enquêteurs, il y a aussi des témoignages. Il va y avoir des témoignages. Je sais que Simon Hébert, qui est le directeur national des affaires autochtones, a rencontré beaucoup de monde, a entendu beaucoup de monde et m'a écrit récemment pour me dire qu'il avait beaucoup de témoignages qui viennent d'Amérindiens. D'accord, d'Amérindiens. Oui. Et qui sont en lien avec le livre qui a été écrit par... Hardis et Skiller. Ouais. Ça se ressemble un peu, oui. D'accord. Oui. C'est passionnant alors. Oui, c'est passionnant ce qu'il raconte, oui. D'accord. Donc pour en revenir à ce fameux manuel, il existe un manuel de l'enquêteur de terrain et je pense que c'est MUFON Québec qui l'a traduit en français. Oui, c'est ça. Mes questions qui sont en lien avec ce manuel, premièrement, qui l'a traduit? C'est Marc Saint-Germain quand il est arrivé. Lui, il y avait Marc Saint-Germain, Luigi était là déjà depuis, et puis Jean-Charles Moyen, qui est le directeur adjoint de MUFON Québec, qu'on connaît pour son film. Son film. Ouais, et il y avait un manuel parce que ce qu'il faut dire, c'est que chaque personne qui désire devenir enquêteur doit passer un test de 100 questions et avoir un taux de réussite de 80%. Et tout ça, c'est dans le manuel. Toutes les questions sont dans le manuel, sauf que ce manuel était en anglais. Ouais. Puisqu'à l'époque, il n'y avait que les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, tous les pays anglophones qui travaillaient avec le MUFON. Mais Marc Saint-Germain s'est rendu compte que c'était pas possible d'avoir des enquêteurs français avec un manuel technique anglais. C'était vraiment de la technique. Donc il s'est amusé. Il a bien travaillé, parce que c'est quand même un gros bouquin. Et ça a été traduit par Marc Saint-Germain, oui. Et depuis, les Français francophones, les francophones peuvent étudier et ont leur manuel. Ça, c'était un gros point. Et d'ailleurs, il a été remercié pour ça, parce que c'est vraiment... c'est clair, il y a du travail. Ouais. Un beau travail.
Donc ma deuxième question, donc, par rapport à ce manuel, donc les futurs enquêteurs ont donc des règles à respecter au sein du MUFON. Ouais. Il y en a beaucoup, c'est contraignant? Non, c'est pas contraignant, ça vient du bon sens. Ouais. L'éthique, l'éthique, c'est vraiment numéro un, voilà, l'éthique. Et puis ensuite, bon, il y a tout ce qui est qu'est-ce que je voulais dire, d'abord le code d'éthique il rentre en premier, les procédures, et on a une procédure à peu près pour tout, et puis tout ce qui est un peu paperasse, ça c'est moins drôle, mais il faut bien faire remplir aux témoins certains documents, donc ça c'est obligatoire. Si, admettons, on rencontre, pas pour tout, évidemment, pas pour une petite lumière qu'on a vue dans le ciel, mais juste, admettons, pour quelque chose de plus important, quelqu'un qui aurait vu des lumières qui auraient une forme ou qui aurait quelque chose dans son jardin, on ne peut pas se présenter chez lui, aller sur sa pelouse et puis faire des prélèvements. Donc tout ça, traçabilité, etc., on a de la documentation à faire signer par les personnes. D'accord, d'autorisation et tout. Oui. D'accord. Ok. Donc justement, tu parles de ça, des différentes observations et différentes choses qu'on peut avoir au sein de l'ufologie. Les enquêteurs, on peut avoir des gens qui sont généralistes, mais il doit y avoir forcément des spécialistes dans un domaine particulier. Oui, ouais. Oui, il y en a. Ouais. Dans les spécialistes, il y a le Star Team, par exemple, qui sont dépêchés sur des lieux sensibles, comme un crop circle. Éventuellement, il y aurait un crash merveilleux, merveilleux. Mais ça serait eux. D'accord. S'il y a un crop et qu'il y a des prélèvements à faire, etc., eux, ils ont ils ont certains pouvoirs, droits et outils aussi à leur disposition. Et chez nous, le Star Team, c'est Éric Tessier. Chapeaute tout ça. Qui est lui. C'est lui. C'est le seul Star Team du Québec, c'est Éric Tessier. Et donc s'il y a quelque chose, c'est lui qui est dépêché. En plus, c'est le directeur des enquêtes. Donc il connaît absolument toutes les procédures, il a tout le matériel à disposition, contre-gère, etc. D'accord. Et donc, pour faire suite à cette question, il est intéressant de savoir de quelle manière vous avez accès aux témoignages. Est-ce que vous avez un outil qui vous permet de recevoir des témoignages? Oui. Oui, on a une base de données qui s'appelle le CMS, Case Management System. Donc, malheureusement, depuis la refonte du site US, il est en anglais, ce qui nous pose un petit peu de problème, parce que je sais, même ici, même en France, parce que c'est complexe. Les questions sont en anglais et c'est pas un anglais très scolaire, donc c'est un peu compliqué. Donc, on essaye de. Les gens peuvent éventuellement nous contacter, puis nous, après, on retranscrit. Bon. Mais le CMS, c'est un outil, par contre, formidable, parce que ça nous permet d'avoir accès à tout. Par catégorie, par forme d'objet observé, c'est vraiment un objet phénoménal. Et donc la personne, pour revenir à ta question, la personne, lorsqu'elle a une observation ou qu'elle veut raconter quelque chose qui lui est passé, qui y est arrivé il y a quelques années, parce que c'est de plus en plus d'ailleurs, les mémoires qui s'ouvrent, elle rentre là-dedans, nom, blabla, âge, adresse, date de l'événement, et puis un bref résumé de ce qu'elle veut dire, et puis après nous on les contacte. Un enquêteur lui est affilié, donc c'est le directeur des enquêtes qui distribue le travail, on va dire, et puis après l'enquêteur va contacter cette personne. D'accord. Et à partir de ce moment-là, l'enquêteur fait son enquête. Si ça devient un peu trop technique, un peu trop... ça dépasse... Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Là, il peut repasser l'enquête à des gens qui ont plus de compétences. Ou on peut être deux. Deux ou trois, c'est arrivé avec Éric Tessier, Jason Carignan,
directeur des enquêtes de l'Ontario. On a travaillé tous les trois sur un cas, parce que une personne, un enquêteur peut voir quelque chose, mais ne pas être sûr, l'autre peut voir autre chose, ça c'est selon les compétences, quoi. Puis après on compile tout ça. Ça c'est pour les gros cas. Et sinon, on va en parler peut-être après, mais c'est pour les cas d'enlèvement, oui. On ne peut pas laisser, on peut pas le savoir dès le départ. Par exemple, très récemment, il est arrivé un cas où une jeune femme envoie une observation. J'ai vu telle chose dans le ciel. Et puis en parlant avec l'enquêtrice en question, on s'est rendu compte qu'il s'agissait probablement d'un enlèvement. Donc c'est sûr qu'un jeune enquêteur peut pas enquêter sur un enlèvement. Ou on peut l'accompagner éventuellement, elle peut être là, mais c'est trop touché. D'accord. Donc je sais là, puisque j'ai vu dans le dernier Vigilant qu'il y avait des statistiques sur l'année 2019, c'est ça, sur tous les phénomènes qui sont produits. Qui réalise les statistiques? C'est extrait de la source du CMS? Oui, c'est ça, c'est extrait de la source. Ben là, c'est moi qui l'ai fait cette année. L'autre année, c'était Ryan Stacey. Mais c'est ça, il suffit, c'est vraiment une base de données. Il suffit d'aller de date à date et puis faire sa recherche. Combien il y a eu d'inconnus. Inconnus, c'est-à-dire de choses qu'on ne peut pas classer. Donc, combien il y a eu d'inconnus cette année, combien il y a eu d'entrées, combien il y a eu de... Tout. Absolument tout. D'accord. C'est assez... Et donc, parmi ces cas, vous avez donc, comme je t'expliquais, des cas où ça dépasse, on va dire, l'entendement. Hein, c'est comme ça. Pour les gens qui éventuellement ne connaissent pas trop l'ufologie, pour eux, ça va, on monte un peu dans le niveau. Des gens qui sont ravis, hein, enlevés, kidnappés, bon, on met le terme qu'on veut là-dessus. Je sais que Kathleen est la spécialiste chez vous de ce genre d'événement, qui d'ailleurs, et là je tiens à remercier Jean Librero qui est en relation avec Kathleen et qui est en relation avec Monsieur Mental aussi, sur le cas de Pascagoula avec Annie Parker, excusez-moi. Peux-tu me dire comment vous êtes organisé pour ces enquêtes et qui est apte à le faire surtout, de quelle manière vous pouvez dire que cette personne est apte à enquêter sur les enlèvements ça va dépendre aussi de l'ouverture d'esprit de l'enquêteur, parce que c'est pas tous les enquêteurs qui sont prêts à ça. Et puis un enquêteur qui a de l'expérience ou qui a vécu lui-même, ça arrive souvent. Il y a des enquêteurs qui ont vécu eux-mêmes un cas d'enlèvement. Eux, ils sont aptes, en suivant la procédure, hein, toujours bien sûr, mais ils sont aptes à écouter ces personnes-là. On en a eu, je peux le dire parce qu'ils l'ont dit ouvertement, on a Richard Tremblay, qui sera là au séminaire, qui est aussi notre maître de cérémonie. D'accord. Et qui a parlé librement de son enlèvement. Lui, il est apte à écouter une personne qui aurait vécu à peu près la même chose que lui. Alain Desroches, qui n'est plus enquêteur, mais qui travaille toujours avec nous, parce que pour lui, justement, ça devenait compliqué. Ça remet trop de choses en lui. Mais maintenant, il en parle aussi librement, donc je peux en parler, mais il continue de travailler avec nous, puis je pense qu'il reviendra avec nous un jour. Donc ces enquêteurs-là, qui ont une certaine sensibilité, puis une connaissance, oui, bien sûr, ils peuvent rencontrer une personne qu'on soupçonne, c'est pas dit, la personne elle-même, des fois, elle ne sait pas, qu'on soupçonne qu'il y a eu enlèvement. Et puis, à côté de ça, sur le site internet de MUFON US, on a une case qui s'appelle IRT. Et des personnes qui pensent du coup, ou qui voudraient savoir s'ils ont été enlevés, mais évidemment sérieusement, on s'entend, peuvent remplir ce questionnaire. Donc on reprend. On a eu une petite coupure technique. On a eu une petite coupure, pardon. Donc on a été que
témoins ou les gens qui veulent témoigner sur le fait qu'ils se sont fait enlever peuvent aller donc sur le site internet. Ouais. Et après, donc, les enquêtes, tu m'as expliqué que les enquêtes repartaient vers Kathleen Mardin, Ouais. qui elle centralisait, et après ah oui, le résultat des enquêtes, parce que nous on enquête, on écoute, on écoute surtout et on essaye de peut-être des fois mettre en lien deux personnes qui auraient vécu la même chose dans la même région. Ça peut être je sais qu'aux États-Unis ils sont beaucoup plus forts que nous, c'est-à-dire que c'est un peu comme le sirop, il y a des groupes d'entraide. Mais nous, le territoire il est tellement vaste au Québec, puis on est tellement peu que c'est un peu difficile de faire ça. Ça serait, moi c'est un de mes vœux, mais bon. Donc ensuite, toutes ces enquêtes de personnes qui ont été vérifiées comme personnes enlevées, tout est compilé. C'est-à-dire, c'est tout et n'importe quoi. C'est la couleur des yeux, l'âge, le sexe évidemment, à quel moment ils ont eu le premier contact, combien de fois dans leur vie, à quel moment ça s'est arrêté, il y a absolument tout. D'accord. C'est un travail énorme qu'elle a fait et qui permet nous d'avancer par rapport aux récits que nous font certains enlevés. D'accord. Et donc vous êtes quelques IRT, c'est ça? IRT, oui. Voilà, dans le monde. Moi j'appelle ouais. IRT, mais c'est ça, IRTS, on est 28. D'accord, 28 à 30. D'accord. Et donc toi tu fais partie des IRT qui sont reconnus par le MUFON, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui. Ok. Ouais, nous en France ça n'existe pas ce genre de choses, on est un peu tous multicartes. Voilà. Oui. Ouais, malheureusement. Après on verra après dans les prochaines questions qui est vraiment spécialisé en France. As-tu un cas ou des cas qui t'ont le plus marqué dans toute, on va dire, ta carrière ufologique, qui n'est pas finie encore, il y a encore beaucoup d'années. Je pense qu'elle commence. Ouais. Des cas, quand on tombe dans... C'est pour ça que c'est Marc Saint-Germain qui m'a proposé comme IRT, et avec Kathleen Mardin, puis quand on tombe là-dedans, quand on tombe dans les enlèvements, on peut plus douter. C'est impossible de douter. Et puis c'est chaque cas d'enlèvement ou de contact, c'est une histoire humaine. C'est ça qui me plaît. Il n'y a pas un cas en particulier, j'en ai plein de cas. J'en ai des tas de cas. Mais quand j'ai quelqu'un au bout du téléphone, puis je pose mes petites questions, puis que la personne au départ elle veut pas trop parler, elle m'appelle pour pas grand chose, parce qu'elle dit qu'elle a vu une lumière au-dessus de sa maison, puis qu'en avançant dans la conversation, elle se livre de plus en plus et sa mémoire s'ouvre, puis des faits qu'elle avait même oubliés arrivent. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, pas un cas en particulier, mais les enlèvements, oui, ça m'intéresse énormément. Je juge pas, j'en sais rien. Mais j'écoute. J'écoute et je constate. Sinon, au niveau du MUFON Québec, l'histoire qui a le plus marqué les enquêteurs, et j'y étais pas, enfin pas dans la première partie puisque j'étais en France, c'est en août, pas cette année mais l'autre année, il y a eu un crop circle à Saint-Lin, des Laurentides, et ils ont été dépêchés dessus, le MUFON, avec Éric Tessier, Jean-Charles Moyen, et puis Marc Saint-Germain, et Alain Desroches, ils étaient 4. D'accord. 4, ils ont fait des prélèvements, etc. Et puis, ça a été vraiment un cas qui nous a emmenés beaucoup, beaucoup plus loin qu'on pensait. Beaucoup plus loin. Et donc les gens qui sont intéressés par ce cas peuvent le lire quelque part ou on a un magazine un numérique qui s'appelle Le Vigilant. Donc, il faut s'abonner et puis on envoie ça
à nos adhérents. D'accord. Donc l'histoire du crop est passée dans le Vigilant, mais on en parle aussi lors des rencontres, séminaires et autres. Ok, le Vigilant, qu'est-ce que c'est que le Vigilant et qui le réalise justement le Vigilant? Le Vigilant, bah, je pense que c'est encore Marc Saint-Germain qui l'a mis en œuvre. Au départ, c'était comme une newsletter, il y avait quelques pages, et c'est toujours disponible si on s'abonne et on adhère, on a accès aux anciens numéros. Et puis au fil du temps, bah, ça s'est étoffé. Et puis Marc, il avait déjà changé un peu sa présentation. Puis il a eu la richidie de me redonner le bébé il y a 1 an et demi, peut-être. Donc bah, c'est moi qui fais la mise en page. Et puis par contre, je vais là. Comme ton bébé à toi, ouais. Hein, moi je vais chercher. Des infos, et puis comme le Canada est assez grand, bah, je vais de droite et de gauche chercher, voir les enquêteurs, leurs dernières enquêtes, ou des enquêtes anciennes mais qui les ont marquées, voir des techniques d'enquête, faire des compilations. Donc oui, le Vigilant, oui. Le Vigilant est en français. Alors il a été en français jusqu'à il y a 1 an, et quand Marc est arrivé directeur national, il a voulu qu'il soit anglais et français pour que nos amis anglophones puissent le lire. D'accord. Double travail. Double travail. Et tu le réalises seul. Ouais. Ok. Après c'est un peu disparate mes questions, mais c'est pas voilà. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui rentre dans l'ufologie, ou une personne qui souhaiterait, même si elle connaît un peu l'ufologie, compléter ses connaissances? Quel conseil pourrais-tu lui donner? D'être ouvert d'esprit, et puis de bien se dire qu'elle connaît rien, même si elle pense savoir. Elle y connaît rien, donc comme moi, on ne sait rien, donc d'être hyper humble. Quelqu'un qui voudrait devenir enquêteur? Enquêteur, ouais. Quelqu'un voudrait aller un peu plus loin, donc justement, oui. Ça dépend. S'il veut aller plus loin, la lecture, il y a que ça. Hein. Il y a lecture, faire attention à Internet, être vigilant sur ce qu'on voit sur Internet, pas plonger tête première dans la vidéo qui fait le buzz. Non. Puis des lectures. Ouais. Je pense que toi, moi, ou sur nos sites, on donne des bonnes lectures. Et je pense qu'il n'y a que ça. C'est l'éducation, tout simplement. Puis après, pour être enquêteur, de choisir son organisme. Et puis, il y en a plusieurs. C'est pas ce qui manque, ouais. C'est ça. Ouais. Et justement, pour être enquêteur, donc il y a les anciens, sans être méchant, c'est pas tout à fait le terme. Bref. Il y a des anciens, il y a de nouveaux enquêteurs, il y a de nouveaux ufologues, voilà. C'est comme en politique, hein, ouais, c'est pareil. Comme en politique. Moi je trouve, en tant qu'ufologue français, que les gens qui font de l'ufologie actuellement ont tendance à ne pas trop écouter les anciens. L'expérience qu'on peut avoir les anciens, les erreurs qu'ils ont pu faire, hein, parce qu'on peut faire toutes les erreurs. Toi, t'en penses quoi, toi, de ta vision MUFON Québec? Est-ce que ça se passe de la même manière? Est-ce que les enquêteurs nouveaux pensent tout casser, entre parenthèses, sans écouter les anciens, ou est-ce que... Ceux qui pensent tout casser, ils ne vont pas rester longtemps, c'est sûr, parce qu'ils vont être déçus. Et ils vont être déçus. Non, il y a eu une bonne écoute, je pense. Puis je pense qu'on est... je parle du MUFON. Hein. Ouais, nous, on dit MUFON parce qu'on parle à la française, vous dites MUFON, mais nous on dit MUFON. Avec le manuel, ils sont obligés, ils ont un cadre. Donc même s'ils pensent tout casser, ils vont dire, attends, t'as oublié ça. Réfère-toi à ci, réfère-toi à ça. Donc on n'a pas trop de soucis, ils sont bien sympas, les enquêteurs, ils sont bien ouverts. Il y en a eu, mais justement, ils ne sont pas restés. D'accord. C'est ça. Mais sinon, l'écoute, bien sûr. Mais que ça soit quelqu'un qui est
40 ans d'ufologie, ou c'est pas ça, c'est quelqu'un qui aurait pas retourné sa veste, ça se dirait ça? Ouais, ça peut se dire. Parce qu'on voit dans certains enquêteurs qui ont de l'âge, qui soit ils ont retourné leur veste, on ne sait pas pourquoi, ils sont devenus sceptiques. On en a au Québec, c'est pour ça que je le dis. Ouais. Ils sont devenus sceptiques, puis d'autres un peu plus durs. Puis... ouais, vieillir, c'est pour tout le monde pareil. Non mais moi j'écoute tout le monde, mais c'est vrai que c'est un milieu très très dur, très dur. D'accord. Et justement, en parlant de ça, on continue par rapport aux anciens. L'ufologie a évolué depuis les années 40. On est d'accord là-dessus. Hein. Nous connaissons diverses approches. On est passé du tôle à boulon, comme on dit. Ça, c'est une expression qu'aime bien Joël Ménard. Oui. Tôle à boulon pur et dur. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Vers d'autres théories. Alors, quel est ton avis personnel sur la réalité du phénomène? Et existe-t-il un avis du MUFON Québec sur le même phénomène? Parce que voilà, il faut bien dissocier les deux. Ah bah bien sûr. Ouais. Quel est mon avis sur le phénomène OVNI? Parce que comme tu sais, on est passé, on a eu diverses étapes. Ouais. Bah plus j'écoute, plus j'enquête, plus j'avance sur des théories un peu folles. Des choses que j'aurais pas acceptées il y a 2 ans. J'ai pas... Oui, j'ai des théories, mais non, je pourrais que les garder pour moi, parce qu'elles sont encore en recherche et développement dans ma tête. D'accord. C'est sûr pour moi, évidemment j'enquête dessus, donc c'est sûr pour moi qu'il y a présence extraterrestre, c'est sûr qu'il y a enlèvement. Moi je suis assez, je le dis, je m'en fiche, je suis assez complotiste. C'est parce que dans le sens où oui, les gouvernements le savent, oui, on nous cache des choses, c'est évident. Il faudrait vraiment avoir des ornières pour pas s'en rendre compte. Donc moi, oui, de ce côté-là, je suis assez complotiste. C'est pas bien, hein, mais c'est comme ça. Donc je vais assez loin. J'essaye, mais j'essaye d'être raisonnable et puis de me poser les bonnes questions. Puis, de toute façon, c'est pas ma petite personne qui va faire la différence, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que il y a des choses, admettons, on en parlait hier un peu, les tunnels souterrains, présence extraterrestre ou militaire avec des extraterrestres dans des tunnels souterrains, ouais, quelqu'un qui va débuter en ufologie, il va dire, mais ils sont complètement cinglés. Ah, c'est comme si on le faisait lire du salace d'entrée, puis voilà. Mais comme dirait quelqu'un, renseignez-vous les gens, renseignez-vous. Il y a tellement de preuves déjà de tunnels souterrains sous nos pieds. Il y a tellement de choses il y a tellement, oui, tout simplement, il y a tellement de preuves. Pourquoi ça n'irait pas plus loin que on creuse dans la terre comme une petite taupe? Pourquoi? On parle du plateau d'Albion en France, c'est ça? Entre autres, ouais. Hein? On parle de Dulce, on parle de comment il s'appelle, Phil Schneider, qui est tombé nez à nez avec des aliens dans des tunnels. Toi, tu m'as parlé du cas de Jérôme aussi. Oui, j'ai des témoins qui ont été, qui se souviennent avoir été. Alors, ils se souviennent
ils se souviennent, l'impression, c'est de la terre, c'est souterrain, c'est... Ouais, c'est ça, et si on leur dit vous étiez dans une soucoupe, ben non, ça ressemblait pas à une soucoupe. Oui, moi, cet aspect-là, c'est un peu nouveau pour moi. Mais, et puis, il y a Alain Desroches aussi qui a enregistré un témoignage qui corrobore un peu celui de Corinne Good sous les trains haute vitesse, les loupes et hyperloupes. Tout ça, ça m'a toujours intéressé. Puis je suis persuadée, 100%, sûre. Il suffit de... Je pensais l'autre jour, ah oui, ici en France, moi quand j'étais petite, on disait Montréal. Montréal, c'est une ville souterraine, Montréal. Les gens en France connaissaient Montréal parce que là, il y avait une ville souterraine. Ça fait quoi? Ça fait 50 ans qu'elle existe, la ville souterraine à Montréal. C'est passé dans... Ah, c'est passé dans la culture. Ouais. C'est passé dans la culture. Donc s'il y a une ville souterraine sous Montréal, imaginons ce qu'il y a ailleurs. Ouais, ben, c'est ça. Ben, donc oui, tu vois, c'est peut-être ça qui me... Après les enlèvements, parce que les enlèvements, on peut que constater des choses. Évidemment, à chaque fois c'est impressionnant, mais constater des choses. Mais après, dans l'histoire ufologique, tout ce qui se passe, non seulement... des gens pensent avoir été dans des scoops, mais en fait, ils sont sous terre, dans des labos. Donc, je disais, la position du MUFON Canada par rapport à tout ça, par rapport aux enquêtes générales, ils sont plus dans le traditionnel, ou on rentre un peu dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. Après, ça dépend, comme je disais, la sensibilité de l'enquêteur. Le Dave Palachik, le nouveau directeur, je ne connais pas trop, je connais pas sa ligne de conduite, mais je pense qu'il est assez ouvert. Marc, ben, on le connaît, hein. Il suffit d'avoir suivi ses conférences pour savoir jusqu'où il va. De toute façon, dès qu'on commence à s'intéresser scientifiquement au phénomène, ça serait vraiment être borné que de ne pas reconnaître certaines choses. Borné ou quelque chose, qu'on aurait quelque chose à cacher soi-même, j'en sais rien. Mais c'est possible. Mais non, ou alors change d'occupation. Ouais, c'est sûr. Puis c'est ça, parce que oui, la sensibilité de MUFON Canada, de toute façon, on y revient à notre manuel. Dans le manuel, il y a des procédures sur tout. Donc, après, c'est sûr, un enquêteur, il peut dire, bon non, moi je ne vais pas conduire une enquête sur enlèvement ou sur un crop ou autre. Mais oui, on a des procédures pour ça. Par exemple, comment conduire une enquête en cas d'enlèvement. Donc c'est écrit noir sur blanc. Ouais. On a signé, hein. C'est ça. On sait. Et on a répondu aux questions. Où on s'engage, oui. Tout à fait. Pour poursuivre donc dans ce thème un peu conspirationniste, voilà. Depuis de nombreuses années, alors aussi bien en France, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde, on nous parle de révélation. Enfin, on va savoir qui est qui et qui fait quoi et pourquoi le gouvernement nous ment depuis des années. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en pense pas grand-chose. Je pense que les gens qui s'intéressent à ça, on va dire la partie d'humains qui s'intéressent à ça et qui pensent qu'on va avoir une révélation sont des gentils naïfs parce qu'il y a tellement d'enjeux que ça n'arrivera pas. Alors oui, on nous lâche depuis quelque temps, hein, on nous lâche certaines vidéos, certaines informations, mais si on nous lâche ça, c'est certainement pour cacher autre chose. Ouais, c'est ça, le problème, c'est on n'en a jamais fini avec
avec cette histoire de conspiration, mais c'est ça, c'est eux, ils nous mènent comme ça. Oui, si on y croit, on est vraiment naïf. On en parlait, qu'est-ce qu'il faudrait pour y croire? Qu'est-ce qu'il faudrait? Que CNN nous le mette en boucle, que Poutine ou autre viennent à la télé en disant, ou que peut-être le G7 fasse une déclaration commune et officielle. Bah, si vous croyez à ça, vous croyez encore au Père Noël. J'y crois pas, mais oui, là en effet, ça serait peut-être la seule façon de donner les choses. Mais ça peut pas être CNN qui va nous dire ça demain matin. Là. CNN, ou ça peut pas être je sais pas, TF1 au journal. C'est impossible. Ça peut pas être. Nous on le dit, on n'est pas écouté. On peut. Même dans les ufologues, on n'est pas tous d'accord. Comment est-ce qu'on peut rallier la Terre entière à l'idée que... C'est quoi la révélation en plus? C'est de dire qu'on n'est pas seul. Ouais, après voilà, après il y a plusieurs méthodes de révélation. Ouais. On n'est pas seul, il existe... Oui, mais alors après, il va y avoir encore des degrés. C'est ça, c'est par rapport aux degrés. Là, au degré d'acceptation qu'on disait tout à l'heure. Les degrés d'acceptation. Ok, d'accord. Je crois, on va commencer. J'y crois pas. J'y crois pas, je suis pur et dur, j'y crois pas. Ensuite, oui, qu'il y ait une vie ailleurs, ok, oui, certainement. C'est pas possible qu'on soit seul dans l'univers, certainement. Ah, autre degré, ils viennent nous visiter. Ah oui, peut-être qu'ils viennent nous visiter. Oui, peut-être qu'il y a des soucoupes, en effet. On en parle, on a vu des films, on a eu des témoignages. Oui, ils viennent nous visiter. Puis il y a des gens qui s'arrêtent là. La majorité des gens s'arrêtent là. On vient nous visiter, il y a des soucoupes volantes. Sauf que il y a des gens dans les soucoupes. Elles ne viennent pas par la volonté de l'esprit, sauf pour certaines personnes. Donc, s'il y a du personnel de bord, qui est ce personnel de bord? Il vient d'où? Est-ce qu'il vient d'une autre galaxie? Maintenant, on sait que la vitesse de la lumière, de toute façon, on a réglé le problème. Est-ce qu'elle vient d'une autre galaxie? Est-ce qu'elle vient par un trou de verre? Est-ce qu'elle vient d'un monde parallèle? Peut-être. Hein. J'aime bien l'idée. Bon. Est-ce que ce sont des extraterrestres qui sont là déjà sur Terre, qui nous ont infiltrés depuis longtemps, qui sont toujours là? Il y a tellement de théories, il y a tellement de choses. Est-ce qu'ils viennent pour notre bien? Est-ce qu'ils viennent pour notre mal? Pour nous faire du mal? Est-ce qu'ils viennent pour notre bien? J'ai du mal à le croire. Mais bon. Ah, c'est ça, c'est le degré d'acceptation des gens, et après alors, résultat par rapport à ça. Comment tu peux répondre au degré d'acceptation d'une masse par un communiqué sur TF1? Oui, non, mais c'est sûr, après voilà. Bonjour, je vous annonce que c'est officiel. Notre invité du jour est... Voilà. Notre invité du jour, et puis là on va dire, on va regarder la date, on n'est pas le 1er avril. Ouais, c'est ça. Eh oui. Et c'est pour ça que par rapport à ça, à ces histoires de révélation, à ces histoires d'acceptation, il faut penser aussi, aller plus loin, et se dire quel est l'avenir de l'ufologie, aussi bien mondiale que l'ufologie associative, que l'ufologie, le développement. Pour toi, c'est quoi? Tu penses qu'il y a un avenir pour l'ufologie ou tu penses que c'est plutôt sombre? Il y a peu de temps, il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir, c'est Luigi Vanditelli, qui est le directeur adjoint de MUFON Canada, qui est italien d'origine, comme son nom, mais qui est francophone. Et lui, il a été le premier Canadien adhérent au MUFON. Le premier. D'accord. Il n'y avait pas de site internet, il n'y avait rien. Il a envoyé au directeur de l'époque, qui était toute des structures, le MUFON, hein. Il a envoyé au directeur de l'époque une petite lettre en disant, il avait 14 ans,
moi, ça m'intéresse, l'ufologie, blablabla. En retour de ça, on lui a envoyé de la documentation. Il dit, j'étais fou d'avoir reçu ça. Depuis, ça ne l'a jamais lâché. Et il nous a dit, quand j'étais jeune, je me disais, waouh, qu'il y avait 10 personnes dans une salle ou autour d'une table à parler d'ufologie. Il disait, waouh, on est 10 ou 15 à écouter ça. Mais quand je vais être grand, quand je vais être adulte, ça va être ça va être big, l'histoire. Puis il dit, on est combien dans une salle au maximum à écouter parler d'ufologie, à part aux États-Unis quand il y a des grandes manifestations. On est combien? On est combien? Ça va bouger. Autant le super repas ufologique où je suis allée récemment, bah, c'était super sympa. Mais c'est toujours le même nombre de personnes. Nous, au séminaire, on a toujours des salles à peu près de 100 personnes. On ne remplit pas le stade olympique. Là. Donc, en fait, est-ce que ça a bougé depuis? Ça n'a pas bougé. On en sait plus, mais ça n'a pas bougé. On a plus de moyens, mais ça n'a pas bougé. Il y a peut-être plus de personnes qui s'y intéressent quand même. Parce qu'il y a plus de personnes qui approfondissent, je ne sais pas. Alors, en partant de ce constat, est-ce que dans 5-10 ans, ça va... Je pense qu'on va tellement nous... Ouais, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger, c'est que, par exemple, on nous prépare à Mars. On nous prépare à Mars, on sait très bien que c'est ça leur but. À la NASA et autres, c'est d'aller sur Mars. Alors, en allant sur Mars, il va falloir qu'ils donnent une certaine réponse. Dans ce sens-là, ça va bouger, mais les réponses sont prêtes déjà. On nous a déjà dit qu'il y avait de l'eau sur Mars, qu'il y avait récemment, qu'il y avait de la glace sous 1 pouce à certains endroits. Donc on nous prépare petit à petit à quelque chose, mais ça ne sera jamais une grosse révélation. Alors je sais pas, les plus belles années sont passées malheureusement. C'est ce qu'on disait avec pas mal d'ufologues, entre autres avec Gilles, avec d'autres ufologues. Nous on est plutôt sceptiques sur l'avenir de l'ufologie. Ouais. Après on se trompe peut-être, mais j'espère me tromper. On va travailler davantage, on va ramer plus. Parce que malheureusement, avec Internet, c'était un bienfait d'un côté, mais c'était une mauvaise chose de l'autre. C'est que les gens se sont habitués à voir des trucs exceptionnels, qui sont montés la plupart du temps. Donc ça nous défavorise nous en tant qu'enquêteurs. Et de plus, le fait que tout est gratuit, les gens ont du mal maintenant à s'acheter des livres, à acheter des documents. Ils ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, que si on délaisse les gens qui s'investissent et qui mettent du temps pour écrire, si ces gens-là sont plus présents, on n'aura plus d'informations. Par exemple, tu as totalement raison. Par exemple, on a une page Facebook, il y a quand même 4000 membres dessus, et à côté de ça, on a des adhérents. Et on a été obligé de mettre les choses au clair. C'est pas parce que tu es ami de ma page que tu es adhérent à MUFON. On ne demande pas, notre adhésion n'est pas énorme, ça donne accès aux vigilants, ça donne accès à certaines informations, et il y a des personnes qui ne comprennent pas ça, qui voudraient tout connaître, connaître notre vie, connaître nos enquêtes, savoir le nom du témoin, etc. Ils comprennent. C'est devenu très très difficile en fait. C'est ça. Ah ouais, mais bon. On perd pas espoir, hein. Puis on a affaire à un monde de passionnés, donc c'est pour ça que ça tient. Ça tient. Si on n'était pas passionné. Ça tient, mais en fin de compte, on est toujours très peu, quoi. On est toujours très peu à se passionner pour ce genre de choses qui pour moi est essentiel. Voilà. C'est quand même plus passionnant de s'intéresser à l'ufologie que de se passionner de l'histoire des gens qui passent dans les téléréalités. Voilà, bon bref. Ça, c'est... Voilà. C'est bref. Ça.
Bah tu vois, ça dure pas si longtemps que ça en fin de compte. Ça Oh fait, bah non, ça fait qu'une heure. Ah, c'est vrai. Oh bah écoute, formidable. Voilà. Donc je te laisse le dernier mot. Oh, Je laisse toujours le dernier mot. mot. Voilà, si tu veux dire des choses. Attends, je vais faire une coupure. Comme ça, hop, si ça dure un peu, on sait jamais parce que les femmes sont bavardes. Ah non. Le dernier mot alors. Alors le dernier mot, bon bah il va se passer, ça bouge quand même en ufologie et puis il n'y a rien d'éternel, donc oui, il va se passer des choses, MUFON Québec, MUFON international et tout. Bon, le mot c'est soyez curieux, vraiment, soyez curieux. Et puis ne pas avoir peur de parler. Il y a beaucoup d'associations, on n'a pas parlé du CERO par exemple. On a oublié. Le CERO est reconnu par le MUFON. Donc je sais qu'il y a quand même beaucoup de travail, mais n'ayez pas peur de parler. Si vous rencontrez des enquêteurs ou des personnes qui veulent pas vous croire ou donnent pas de crédit à votre histoire, bah changez. Changez d'association, changez d'organisme, allez en voir un autre si vous n'êtes pas écouté. Le MUFON Canada-US est très ouvert à tout. Mais c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est de ne pas avoir peur de parler. Il n'y a plus de... Peut-être ce qui a changé, c'est ça, il y a moins de ridicule par rapport au phénomène. Les gens, ils en parlent peut-être un peu plus librement, en cercle restreint, mais on en parle quand même. On va un petit peu plus loin. Donc, contactez des enquêteurs, des organismes. Restez pas seul, parce qu'il y a des souffrances. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des souffrances. Restez pas seul, parlez. Personne ne vous jugera. Et puis pour le reste, on va continuer. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On va continuer, on va pas lâcher le morceau. Faut pas. Ouais, c'est ça. Et pour le dernier mot, parce que c'est moi qui ai oublié d'en parler, du CERO, justement, du CERO, pour les gens qui vont regarder cette vidéo éventuellement, et qui ont été éventuellement, on ressent qu'ils ont eu autre chose qui s'est produit, qui veulent aller plus loin dans leur recherche. Je sais que tu me disais que le CERO, c'est le seul organisme francophone apparemment qui est reconnu dans le domaine des enlèvements. C'est-à-dire que je l'ai vu en allant sur MUFON US, mais je ne sais plus où. Peut-être par l'IRT, par Kathleen Marden. Et je sais que oui, le CERO est reconnu. J'étais agréablement surprise. Donc pour les gens qui vivent en France et qui souhaitent en parler un peu plus, ouais. Il y a bien sûr parce que le CERO, c'est ils n'enquêtent pas vraiment, ils écoutent. Reçoivent, ils écoutent. Ils écoutent. Il y a des spécialistes qui sont là pour parce ça. que nous, on est plus enquêteurs, et à part le IRT qui écoute, on est plus enquêteurs, et le CERO, lui, ils font même des hypnoses régressives, je crois. C'est ça, ils ont des spécialistes au sein du CERO. Mais c'est vrai qu'en France, il y a les DLN, il y a d'autres associations qui enquêtent sur le terrain. Et nous, éventuellement, mais c'est déjà arrivé, on conseille aux gens, parce que c'est pas notre domaine, les enlèvements, on n'a pas de compétences pour ça. Et on conseille justement à ces personnes d'aller voir les gens du CERO pour justement être mieux dirigés, mieux pris en main. C'est important. Oui, c'est important. Où il y a des personnes sur Facebook. Heureusement, Facebook, c'est pas que du pas bon, mais on peut trouver des personnes, mais faire attention à qui on parle. Faire très attention, puis faire attention à ce qu'on regarde aussi, pas prendre tout pour acquis, et puis pas perdre son temps avec certaines vidéos. Puis la lecture, comme on en parlait, allez lire. Dans ton dernier magazine, tu as mis quelques livres en référence, nous aussi, dans le Vigilant. Et puis j'en mettrai dans la vidéo aussi quelques références, traduits, non traduits. C'est ça un petit peu, c'est le souci. C'est qu'il y a beaucoup
Il y a beaucoup de bouquins américains très intéressants, mais qui n'ont jamais été traduits en français. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, mais il faut que les gens les achètent. Oui, il faut qu'ils achètent. Oui, bah oui, acheter. Ouais. Puis en plus, maintenant, il y a des bouquins sur Kindle ou autres. Bon, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Ouais. Et même, parce que moi, je suis spécialiste de ça, chez les bouquinistes ou dans vente de garage et tout, moi, ma fille a acheté un livre très intéressant qu'elle m'a apporté. Elle a acheté 3 € chez un bouquiniste. Donc, bon, c'est possible. Tout est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. Ok. Bah, je te remercie. Bah, puis on se donne rendez-vous le 28 mars. Et le 28 mars, j'arrive. Alors, de l'autre côté, de l'Atlantique. Voilà. Hein, pour la grande journée. Il voilà. faut... Si je me fais pas enlever dans l'avion. On va voir ça. Ça sera au retour, ça sera mieux. Oui, hein? Au retour, oui. Ok, merci. Merci Jean-Louis, merci.